Merci à vous tous d'être là. Éric Séban s'excuse auprès de vous de ne pas pouvoir être présent ce matin et il m'a demandé de le remplacer. Vous pouvez poser vos questions sur discuter en bas de votre écran. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-Luc Truel sur le thème émotion et empathie en médiation dans le secteur de la santé et du médico-social, l'éclairage des neurosciences. C'est quelque chose qui est très à la mode puisque hier encore, il y avait un article sur les neurosciences, précieux guide pour consoler un proche dans le Figaro, Anne-Laure Nouvion, que vous connaissez certainement. Alors, Jean-Luc Truel, il est professeur honoraire en neurologie, ancien chef de service à l'hôpital Foch, ancien expert à l'OMS, membre du CNRS. Il est président fondateur de l'European Brain Injury Society, président du groupe de recherche international qui s'appelle Colibri sur la qualité de vie des traumatisés crâniens. C'est aussi un expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Versailles, un ancien médecin référent handicap ADEF, résidence, et il est médiateur, formateur en médiation dans le domaine de la santé et du handicap depuis 2007. Voilà. Il va nous parler donc de médiation, d'empathie avec l'éclairage des neurosciences pour tout ce qui est dans le domaine de la santé et du médico-social. C'est toujours passionnant, donc nous vous passions tout de suite la parole, monsieur Jean-Luc Truel, et on vous écoute avec attention. Merci, Madame Canetti, de votre longue introduction. Je remercie Véronique de Pracontal de m'avoir demandé de parler effectivement d'émotion, dans la mesure où la notion d'émotion, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est plutôt relativement dévalorisée et en arrière par rapport à la cognition, c'est-à-dire à l'intelligence. Or, c'est un ressort fondamental de la médiation. Est-ce que je peux commencer là? Allez-y, vous voulez que je partage l'écran? Volontiers, oui, oui. Allez-y. Je ne vois pas les diapositives. Partagez l'écran. Vous voyez les diapositives tous ou pas? Non. Ça vient. Non, je ne sais pas. Pour l'instant, on ne voit rien. Ah. On voit ton écran Zoom. On voit pas Zoom. les diapos. Ah, pourtant, j'ai fait partager l'écran. Je recommence. Un écran blanc. Partager. Pourtant, tout à l'heure, j'avais essayé, ça marchait. Bon, ça va le faire, vous inquiétez pas. Ah, c'est parce que je vois l'écran de Jean-Luc Truel, alors. On va recommencer. Comment? Peut-être vous pouvez commencer pendant que je cherche comment faire. Il faut que vous ayez ouvert le diaporama avant de partager, c'est plus évident. C'est ce que je fais, mais ça ne suffit pas tout le temps. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Et là, c'est bon? Parfait. Ouais, c'est bon. Allez-y. Allez-y, monsieur Truel. C'est bon, là? Oui, c'est-à-dire pour passer à la deuxième. Voilà. Voilà. Il n'y a plus votre caméra, monsieur Truel. Nous allons commencer par un petit schéma qui est forcément simplificateur parce que dans une notion aussi large que l'émotion, vous imaginez que la quasi-totalité du cerveau est concernée.
Mais revenons quand même sur quelques données de base. Vous avez tout d'abord, dans le fonctionnement du cerveau, des informations qui peuvent venir soit du corps, des informations internes, soit des informations externes. Pour prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de la vision. Les yeux analysent des images et ces images sont interprétées dans la partie postérieure du cerveau, dans ce qu'on appelle, non, c'est la diapositive précédente. Oh là 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 là. Non? Voilà, très bien. Donc ces images que recueillent les yeux sont analysées et synthétisées dans le lobe occipital à l'arrière du cerveau. Ça, c'est la voie de l'information. Ensuite, comment est-ce que le cerveau réagit à cette information? Ce qu'a donné le lobe occipital, c'est par exemple la reconnaissance d'un visage. Ensuite, l'information va être renvoyée non plus d'avant en arrière, mais d'arrière en avant. C'est-à-dire que le premier passage va être dans une structure qu'on appelle les noyaux gris centraux, qui sont une sorte de gare de triage dans laquelle se trouve une sorte de bibliothèque avec nos connaissances et nos expériences. Et par exemple, il y aura la confrontation entre l'image d'un visage et les sons que l'on entend, le tact éventuellement s'il y a un contact. Bref, cette gare de triage est aussi une synthèse de l'ensemble des informations et des perceptions. Ensuite, et c'est ensuite que les choses deviennent le plus important pour notre sujet, après les noyaux gris centraux, l'information va passer dans les structures de l'émotion au niveau de l'amygdale encéphalique qui se trouve dans le lobe temporal. Et enfin, l'information, après avoir passé obligatoirement et préalablement dans ces structures de l'émotion, va aller dans le lobe orbitofrontal, c'est-à-dire le siège, pour faire simple, de la raison et de l'action. La diapositive suivante. Alors, je rappelle rapidement l'émotion, c'est un affect momentané qui nous meut plus qu'il nous structure comme le ferait un sentiment, d'après le philosophe André Comte-Sponville. Ce que je voudrais indiquer, c'est que l'émotion, c'est quelque chose de très limité dans le temps, par rapport au sentiment qui est quelque chose de plus durable. Et cette maxime qu'a dite Antonio Damasio, qui est un philosophe d'origine portugaise, aujourd'hui en Californie, l'émotion précède l'action et on pourrait ajouter la raison. C'est un petit peu la synthèse de ce que j'ai montré dans le schéma. Alors cette maxime, elle sous-tend les deux phases de la médiation. Et ça, c'est un point très important. Le temps initial et incontournable de l'émotion, c'est-à-dire la filtration des informations au niveau de l'amygdale encéphalique, et qui correspond à cette période où les médiés sont appelés à vider leur sac, c'est-à-dire à exprimer leur émotion autant que possible sans trop de limitations. Quelquefois, ça peut être violent, et le médiateur est là pour réguler un petit peu la courtoisie des échanges, mais ce temps est absolument fondamental. Sans ce temps, la suite ne pourra pas advenir. Car ce temps secondaire, c'est celui précisément de la raison et de l'action. Et si vous revenez au schéma, au risque de me répéter, c'est que toute décision, toute action, tout exercice de la raison passe obligatoirement avant par le filtre émotionnel. Je reviens à la diapositive suivante. Et ce temps secondaire, c'est précisément celui où, passé le temps de l'émotion nécessaire, où le médiateur va s'efforcer d'entraîner les médiés dans une forme d'empathie qui permettra de construire éventuellement un accord. La diapositive suivante. Alors nous allons parler de l'empathie, qui est un levier fondamental de la médiation. Comment peut-on la définir de façon simple? C'est une capacité à percevoir les pensées de l'autre, à les intérioriser, c'est-à-dire à les comparer avec ses propres pensées, pour jeter les bases d'une relation. Chose très importante, l'empathie n'est pas une sympathie. La sympathie, c'est une contagion émotionnelle de court terme. Je vais prendre un exemple. Je me souviens d'avoir descendu sur les escaliers de Santorin avec mon épouse qui a fait une chute. Elle est tombée sur le derrière et au moment où elle est tombée, j'ai poussé une forme de cri qui était une réaction émotionnelle
extrêmement limitée dans le temps. Ça, c'est de l'émotion. En revanche, l'empathie n'est pas une émotion, l'empathie est une cognition. C'est-à-dire que cette empathie va nécessiter une réponse de long terme avec de nombreux neurones. Et d'ailleurs, ceci a été démontré par un Français émigré aux États-Unis qui s'appelle Jean de Tsetti et qui montre dans une situation où deux personnes sont dans une situation d'empathie qu'il y avait une hyperactivité du lobe préfrontal, c'est-à-dire, je le rappelle, la région qui gère la raison, et parallèlement à cette hyperactivité préfrontale, une hypoactivité amygdalienne. C'est-à-dire que parallèlement à cette situation d'empathie, il y a une hyperactivité des structures de la raison et parallèlement une hypoactivité, ça a été en quelque sorte l'amygdale encéphalique. Bien sûr, les neurones miroirs sont ici impliqués puisque ce sont les mêmes neurones qui fonctionnent durant l'empathie chez l'interlocuteur comme chez le médiateur. Cette empathie, donc, qui est une cognition, est un processus en partie inné. Effectivement, on a par notre génétique certaines dispositions. Mais c'est surtout, plutôt un processus acquis. L'éducation, bien sûr, l'existence, les expériences, et ce processus nécessite pour fonctionner, je parle de l'empathie, à la fois une volonté et un long apprentissage. Ça n'est pas quelque chose qui est acquis d'emblée. Alors, comment les choses se passent-elles en médiation? Eh bien, l'empathie du médiateur, dès le début de la médiation, va se trouver face à l'émotion des médiés, c'est-à-dire en quelque sorte une attitude non violente face à la violence. Encore une fois, nécessaire pour préparer le second temps où, je me répète, le médiateur entraîne les médiés dans cette empathie qui va favoriser le retour du dialogue, l'humour, la patience, le long terme et la confiance. Tout ceci étant, encore une fois, fondé sur un fonctionnement en résonance des neurones miroirs, du médiateur et des médiés. La suivante. Alors, comment les choses se passent-elles dans le domaine de la santé et du médico-social? Ce que je veux dire ici, c'est en quoi les spécificités des secteurs de la santé et du médico-social infléchissent l'impact des émotions et de l'empathie. La suivante. Pareil bien. Alors, qui sont les acteurs? Les acteurs, ce sont le plus souvent un professionnel de santé qui est accusé pour une erreur, par exemple. Et cette professionnelle de santé, il faut que vous sachiez, et je le vis à l'heure actuelle, est souvent stressée face à une population apeurée et critique. Nous sommes dans une période, après la sortie du Covid, malheureusement, dans une période de grande difficulté du système de santé. Ceci touche aussi le médico-social et il faut penser que lorsqu'un professionnel de santé est accusé d'une maltraitance, d'une erreur professionnelle, eh bien, il porte vraiment toute la difficulté de ce service de santé et c'est un élément important dont il faut se souvenir. Le deuxième élément, et c'est le plus souvent la situation telle, c'est un patient et une famille. Dans le secteur médico-social, c'est beaucoup plus souvent la famille qui s'exprime que le patient lui-même, qui sont, pourrait-on dire, les souffrants. Et la question qui se pose, la principale question, c'est de réduire l'asymétrie qu'il y a entre cette famille et ce patient qui n'ont pas la connaissance des problèmes médicaux et d'autre part, le médecin sachant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, ça veut dire, et ça c'est une attitude personnelle, la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on va demander, on va proposer au patient et à sa famille un temps plus long pour s'exprimer que pour le médecin qui maîtrise sa situation. En plus, le médiateur va s'efforcer de reformuler ce qu'a dit le médecin, souvent avec des termes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, de façon à vérifier que le message envoyé par le professionnel de santé, par le médecin, a été effectivement bien compris par le patient et sa famille. Ça, c'est la situation la plus fréquente.
Mais il peut y avoir d'autres situations qui sont entre professionnels. Par exemple, entre le directeur, les administrateurs d'un secteur hospitalier ou d'un établissement médico-social, et d'un autre côté, des médecins ou d'autres professionnels de santé qui se plaignent de la gestion des managers. Et là, si vous voulez, il y a une confrontation entre la logique économique, qui est la première logique des managers, directeur d'hôpital, responsable d'un établissement médico-social, et la logique du soin du côté des médecins. Là, il y a encore un facteur d'incompréhension dans ce genre de situation, de médiation entre les deux, et où il faut, dans le long terme, que d'un côté, les médecins apprennent un petit peu l'économie, apprennent les rigueurs, les difficultés, les contraintes de l'administration et de l'économie, et que d'un autre côté, les managers apprennent aussi les logiques du soin, qui sont fondamentalement différentes, pour construire un dialogue. Alors, il faudrait ajouter dans ce contexte les institutions multiples qui sont souvent impliquées. Lorsqu'une erreur médicale s'est produite, bien entendu, l'administration de l'hôpital est concernée. C'est aussi le problème qui se pose pour un établissement médico-social. Et vous êtes bien placé pour savoir combien les institutions sont complexes et que pour les faire fonctionner, il faut souvent beaucoup de temps, beaucoup d'explications, beaucoup de vérifications que les choses sont comprises. Le dédale administratif, qui est particulièrement lourd en France, est aussi une nuisance importante dans l'émergence de ce dialogue. Et pourtant, il est important que les médiés et le médiateur puissent retourner dans cette situation intime qui est le dialogue de la médiation et puissent s'écarter un temps des contraintes du dédale administratif et de la complexité des institutions. C'est dans ce dialogue intime que la confidentialité sera préservée et qui est un élément évidemment fondamental, car la rumeur a vite fait tourner, de déformer ce qui s'est passé et d'aggraver le conflit. Il faut aussi compter avec ce qu'on pourrait appeler les interfaces périphériques. En effet, certains problèmes touchent les syndicats, qui ont leur mot à dire, les avocats également, qui peuvent accompagner les médiés, et puis aussi les associations. On voit dans les situations d'erreur médicale la famille accompagnée par un représentant de son association, et ça c'est son droit, et c'est un éclairage qui est utile. Mais on voit bien entendu que les choses se trouvent ainsi compliquées. La suivante. Où se situe le lieu du conflit? Ça peut paraître un petit peu trivial. En fait, l'essentiel, c'est que ce soit un lieu éloigné des soins, un lieu calme, où l'accueil puisse être tranquille. En particulier, nous avons de plus en plus l'habitude que ce lieu se déroule autour d'une table où il y a du thé, du café, des croissants, des jus d'orange, où on puisse démarrer le contact de manière conviviale. Et ce temps, si vous voulez, c'est le temps de toutes les actions difficiles. On pourrait le comparer à un match de football où les 5 premières minutes sont absolument décisives. Eh bien là aussi, ce premier contact va conditionner la confiance et l'échange qui va se passer dans la médiation. Comment ça se passe dans les hôpitaux locaux? Ben, les hôpitaux locaux, ils sont très nombreux en France, 3 fois plus qu'en Allemagne, par exemple, mais ils sont en déshérence encore plus que les hôpitaux importants. Et ces hôpitaux locaux où peuvent se dérouler, bien entendu, des conflits sont bien souvent loin de la médiation. Et c'est malheureusement assez rare que les médiations aient lieu dans ce genre de situation. En revanche, dans les centres hospitaliers universitaires, dans les grands hôpitaux régionaux, il y a souvent maintenant un médiateur qui est connu de l'administration, qui est connu des médecins et qui peut effectivement intervenir. Je voudrais insister sur le fait que ce médiateur, il est souhaitable qu'il soit extérieur à l'institution. Car s'il est dans l'institution, ça peut entraîner un conflit d'intérêts. Imaginez un médiateur médecin d'un hôpital qui va
être le médiateur pour un de ses collègues, médecin, avec lequel il a des relations courantes. Ça n'est pas possible. Il faut une véritable indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Alors ces médiations qui se passent dans les hôpitaux, sont grandement améliorées par l'intervention d'un personnage pour lequel j'ai une immense admiration, qui est Édouard Couty. Édouard Couty était le médiateur national. Il a maintenant pris sa retraite, mais vous imaginez bien qu'à 75 ans, il continue à travailler. Et il continue à faire vivre ces médiateurs dans les CHU et dans les hôpitaux régionaux, avec des médiateurs formés, mais qui ne sont pas partie de l'institution dans laquelle ils vont intervenir. Ça, c'est une formidable avancée. Le problème, c'est que ces médiations concernent exclusivement les médiations interprofessionnelles, c'est-à-dire entre plusieurs médecins, entre un médecin et une administration, mais pas entre médecins, par exemple, et malades. Maintenant, les établissements médico-sociaux. Dans les EHPAD, c'est souvent effectivement des soignants et une direction face à des familles. Car assez souvent, le patient lui-même a du mal à s'exprimer et les familles tiennent l'essentiel de la position. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut exclure le patient, mais ça va être beaucoup plus difficile dans la mesure où il a beaucoup plus de difficultés à s'exprimer. La question des EHPAD, vous le savez, c'est une question de manque de personnel à l'heure actuelle, de difficultés de recrutement, et qui font que la médiation va devoir prendre en compte ce contexte de grandes difficultés, comme dans les hôpitaux. Soignants et direction face aux familles. Je n'insiste pas plus parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions, et ce sera à ce moment-là que je pourrai répondre de façon précise. Et puis, il y a les établissements pour personnes handicapées, et où le mécanisme de la médiation est souvent fondé sur le comportement des résidents et sur les difficultés de ce comportement. La suivante. Quand la médiation doit-elle intervenir? Bien sûr, le plus tôt possible. Et malheureusement, vous le savez, très souvent, j'en ai aussi largement l'expérience, ça intervient 1 an, 2 ans, 3 ans après l'émergence du conflit. Les dégâts sont déjà largement faits. Quelquefois, un contentieux est lancé vis-à-vis du tribunal et la médiation est évidemment, bien entendu, plus difficile. Combien de temps pour la médiation? On dit 3 mois, renouvelable 3 mois. Ceci pour marquer les limites. Il ne faut pas que ce soit interminable. Quand c'est interminable, les choses se compliquent et il faut savoir terminer une médiation, comme une négociation syndicale. Ici, il est important de donner du temps au temps, de ne pas considérer que la médiation, c'est seulement les entretiens séparés, les médiations plénières, mais c'est aussi des échanges avant la médiation par téléphone, par courrier, par email, qui peuvent entretenir le processus de médiation. Et puis, c'est aussi ce qui se passe après la médiation. Et souvent, ça j'ai pu l'observer, si on est attentif et disponible, on s'aperçoit que la conclusion de la médiation ne va pas être le temps définitif et que la revenue dans la situation, dans l'hôpital ou dans l'établissement médico-social, va être un temps d'application d'un éventuel accord qui peut changer énormément les choses. Donc, il ne faut pas réduire les choses à la médiation proprement dite. Je voudrais insister aussi sur l'importance de la notion de médiation de prévention, c'est-à-dire de détecter le conflit dès son émergence. Et ceci, ça va être effectivement l'objet d'un médiateur local qui, dans une instance médico-sociale ou de santé comme un hôpital, va être à l'affût des conflits qui émergent. Et si les différentes personnes, les différents professionnels sont mis au courant de cette possibilité d'agir dès l'émergence et de la nécessité d'agir dès l'émergence d'un conflit et de saisir quelqu'un qui va pouvoir commencer effectivement à, en quelque sorte, expliciter, désosser ce conflit pour essayer de trouver une solution, si ça survient tôt dans l'émergence du conflit, c'est beaucoup plus efficace. La suivante.
Pourquoi, pour quel motif la médiation est-elle demandée? J'y reviens, c'est souvent patient et ou famille contre un médecin, un autre professionnel de santé ou la direction d'un établissement. L'objectif, c'est le traitement d'une erreur ou d'une maltraitance présumée. Je voudrais indiquer à cet égard que j'ai vu passer un article fait à Hong Kong qui montre que finalement, la reconnaissance d'une erreur par un médecin n'est pas du tout un obstacle à une médiation, mais au contraire une grande facilitation. C'était une étude qui portait sur 57 patients et qui montrait que le fait d'avouer, de reconnaître son erreur était, pour celui qui en avait été la victime, quelque chose de fondamental. Et malheureusement, souvent les institutions déconseillent, comme les avocats déconseillent aux médecins ou aux professionnels de reconnaître son erreur. Et je crois qu'on a de bons arguments pour considérer que c'est le contraire. Ça peut être aussi, j'y reviens, un médecin ou un autre professionnel de santé contre la direction. Et c'est là qu'interviennent les risques psychosociaux chez les professionnels de santé, et pas seulement chez les médecins. Le harcèlement, la discrimination, le burn-out, et d'une manière générale, ce manque de reconnaissance, d'autonomie et de participation dont se plaignent les professionnels de santé non médecins. Et ça, c'est un point évidemment très important qui demande aussi du temps de prévention. Ça peut être aussi la direction contre des soignants. Une direction mécontente d'un absentéisme trop important. On le voit par exemple à l'heure actuelle dans ce long viaduc qui a été le viaduc de l'Ascension et où l'absentéisme a été tout à fait important et il faut le dire souvent pas toujours justifié. Ça peut être aussi une faute professionnelle. Mais j'ai l'expérience dans l'association des résidences d'une habitude qui s'est prise depuis quelques années que lorsqu'une faute professionnelle est avouée, la sanction n'est pas appliquée. Bien entendu, il y a des exceptions à cette règle lorsque cela conseille par exemple des mineurs et où la faute est trop grave pour ne pas entraîner un contentieux. Mais ce principe que le fait d'avouer la faute professionnelle diminue la démarche de sanction est quelque chose d'important. Il y a ensuite les différends entre soignants. Ils ont souvent des questions de personnalité, de valeur, et où malheureusement s'échafaudent souvent un personnage de bourreau et un personnage de victime. Ça va être l'objet de la médiation, de ramener les médiés dans une certaine forme d'égalité, d'expression et de compréhension mutuelle. La suivante. Un exemple pour terminer. Le frère colérique d'un patient. Il s'agit d'un homme âgé, le patient, handicapé mental de longue date, qui est en EHPAD pour une maladie d'Alzheimer, qui se surajoute à son handicap mental. Son frère s'est toujours occupé de lui, par contraste avec le reste de la famille. Et ce frère se plaint des soins auprès du directeur. Il considère que l'établissement n'apporte pas tout ce que lui apportait à son frère. Et c'est une dialectique très habituelle. Les familles pensent que les soignants vont agir lorsque leur parent est dans un établissement médico-social et vont agir de façon similaire et répondre aux besoins comme la famille a répondu à certains besoins. Ça n'est évidemment pas le cas et c'est une source de conflit. Dans cette situation-là, le frère, mais aussi le directeur, ont déposé une plainte à l'agence régionale de santé. Au bout d'un certain temps, le médiateur, effectivement, se plaint au niveau près du directeur, du président-directeur général de l'association, et sollicite une médiation pour laquelle je suis désigné. J'effectue les entretiens séparés. D'abord avec le frère du résident, oui, qui exprime violemment sa colère. Ensuite avec le directeur, qui souligne de sa part l'impact et la violence des propos du frère sur les aides-soignantes, qui sont déstabilisées.
Et à cette occasion de l'entretien séparé avec les directeurs, je lui indique, lors de la séance plénière, de laisser le frère exprimer sa colère, même si c'est quelque chose de particulièrement. En réunion plénière, ce qui devait arriver arriva. Le frère réitère ses insultes au directeur qui garde son calme. Après plusieurs minutes de colère, vous imaginez ce que ça peut représenter, j'observe que le visage rubicond du frère devient pâle. C'est un homme de 75 ans. Et il se met à murmurer « J'ai peut-être été un peu trop loin ». Bien sûr, je me saisis de cette parole. Un dialogue s'ébauche, les plaintes sont retirées et quelques mois après, le climat s'est apaisé. Vous avez observé quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui est souvent miraculeux, c'est ce point de bascule qui illustre le passage de la phase émotionnelle à la phase rationnelle et où la reprise du dialogue peut se faire entre les médiés. La dernière diapositive. La diapositive suivante. Pour conclusion, promouvoir la médiation en santé. La médiation en santé, c'est une éthique de la souffrance. C'est un milieu qui, plus que jamais, véhicule cette souffrance, véhicule la crainte de la mort, et la réponse est fondamentalement l'empathie. S'exercer, apprendre cette notion qui demande du temps, qui demande de l'apprentissage, mais qui est absolument essentielle. C'est aussi faire face beaucoup plus à la subjectivité, respecter cette subjectivité plus que les règlements et les dossiers. Dans la plupart des médiations que j'ai pu faire, je ne me suis pas occupé du dossier, au moins initialement. C'est aussi la confidentialité dans une situation intime à préserver, le conflit d'intérêts à éviter, comme j'ai donné l'exemple d'un médecin accusé et d'un médecin médiateur du même établissement. C'est aussi avoir une attitude qui n'est pas seulement de médiation et de résolution des conflits, mais d'accompagnement, on pourrait dire d'accompagnement thérapeutique, car la médiation a une valeur thérapeutique. Et cet accompagnement, il est tout le temps, depuis le premier instant. Il suppose une disponibilité par écrit, par oral, avant, pendant, après la médiation. C'est aussi la médiation de prévention, traiter le conflit à son émergence, beaucoup plus facile à résoudre que lorsqu'on est des années après. Et surtout, et je terminerai par là, la formation nécessaire. On ne s'improvise pas médiateur. Formation des médecins, des psychologues, des infirmières, des assistantes sociales, des directeurs d'institutions, de certains juristes spécialisés qui sont amenés à traiter dans le milieu de la santé. Et on voit malheureusement que dans les diplômes auxquels j'ai participé comme médiateur et comme formateur, tous ces professionnels de santé représentent une partie très minoritaire de la formation. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Bien entendu, cette formation, à mon avis, elle doit reposer sur un diplôme sanctionnant, c'est-à-dire plus généralement un diplôme universitaire. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'était passionnant et encore plus important.